Et du coup, je vais laisser la parole à nos partenaires qui vont du coup 1 heure pour vous présenter cette démarche palliative. Très bien, bah, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. On est enchantés de faire cette petite intervention auprès de vous. Donc, on va commencer par se présenter. Moi, je suis le docteur Picot, je suis un des médecins de Compas, du coup. Moi, je suis Isabelle Musset, je suis une des infirmières sur la partie domicile de Compas. Et Karine Monda, moi, je suis infirmière sur l'équipe interétablissement de Compas. Je ne sais pas si tout le monde connaît notre association. On vous expliquera un petit peu après peut-être comment on fonctionne. Là, l'idée, c'était qu'on n'a jamais été plus au cœur des soins palliatifs qu'avec l'actualité du moment. Et vu qu'on travaille sur le territoire de Nantes et aux alentours, les CPTS, pour nous, c'est aussi hyper important. C'est une porte d'entrée pour vous sensibiliser à notre travail et à l'approche palliative. Donc, on est hyper content de pouvoir toucher autant de libéraux. L'idée d'aujourd'hui, c'est plus de faire un petit point sur une démarche globale de soins palliatifs et puis vous faire réfléchir en fait sur votre positionnement et le travail que vous faites autour des soins palliatifs. Donc, on va parler plutôt de la définition des soins palliatifs, qui n'est pas si simple et si clair que ça, le cadre légal, et puis sur le prendre soin dans la dimension des soins palliatifs. Et on finira, si on n'a pas de problème informatique, parce qu'on n'est pas, par un petit quiz. Voilà. Ok. Donc, on va vous inviter dans un premier temps via le chat, parce que par rapport au nuage de mots et au partage d'écran, voilà, on ne va pas trop jouer. Via le chat, si vous pouviez nous noter un ou plusieurs mots, plusieurs concepts, ce qui vous vient lorsqu'on vous parle de soins palliatifs. Pour vous, c'est quoi les soins palliatifs? Voilà, donc on vous invite à répondre via le chat et on va rebondir à partir de là. Merci beaucoup. Hop, voilà, super. Oh, vous êtes vachement fort déjà. Ok. Alors, chacun peut voir un peu les mots des collègues. Ok, super. Ah, très bien. Ok. D'autres choses? Oui. Très bien. Donc, chacun tout le monde a répondu. A répondu. Ok. Alors, je remets un peu au début pour mes collègues. Donc, on a la qualité de vie qui remonte. Merci. L'accompagnement revient plusieurs fois. La qualité de vie aussi. Le confort, j'ai vu que c'est quelque chose qui revient pas mal de fois. Ouais. Soins de fin de vie et en même temps plus bas, on a vu pas forcément la fin de vie. Pas que la fin de vie. Pas que la fin de vie. Ouais. L'absence de douleur, on va voir en termes de symptômes, et voilà, quelque chose qui est important à gérer. Accompagnement thérapeutique, où là, on sait, médicalement, vous avez toute votre place, très clairement, et qu'on ne peut pas faire, en tout cas nous, infirmières et aides-soignantes, sans vous. Accompagnement qui revient encore. Ouais, fort. Fort, toujours. Le soulagement. Le soulagement. Prise en charge globale. Et la douleur. La douleur qui revient 2 fois également. Et c'est vrai que la CPTS, pour nous, ça a aussi du sens parce que dans la prise en charge des soins palliatifs et dans toutes les formations qu'on fait globalement, il y a plusieurs professions. Donc, comme dans le cas des CPTS, il n'y a aucune profession qui est exclue de la prise en charge de soins palliatifs. Nous, on a souvent des formations dans les maisons de santé pluriprofessionnelles où on a des dentistes, par exemple, on a des orthophonistes, on a évidemment des kinés, on a même des podologues. Et c'est toujours hyper intéressant parce que, oui, c'est des soins qui peuvent concerner aussi les patients en soins palliatifs. Et l'approche, elle est vraiment spécifique. Et donc, pour nous, les CPTS, là, ce que vous dites, c'est on voit bien qu'il y a différentes professions aussi, probablement. Et c'est ça qui est cool. Et la fin du rééducatif, ouais, ok. Ouais. On va voir sur la définition. La définition qu'on va représenter, c'est celle de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, voilà, qui a déjà émis cette définition il y a quelques années. Notre petite référence à nous, la SFAP, qui a fait beaucoup parler d'elle dernièrement avec les projets de loi qui sont discutés actuellement. Ouais. Et qui a défendu en fait ce qui a pu sortir là dernièrement avec un double projet qui a été acté en tout cas, où il a été remis les soins palliatifs, ce qui n'était pas le cas sur les premières propositions de loi qui avaient été faites au départ.
Donc, merci à Claire Fourcade. Pour info, pour ceux qui sont intéressés, la SAP, le congrès, c'est là bientôt, d'ici 3 semaines, à Lille, au mois de juin, le prochain congrès national. Donc, en définition globale, ce qu'on peut dire, en tout cas, et ce que vous avez bien fait remonter, c'est qu'on est vraiment dans une recherche de qualité de vie, et jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle, ça va être notre objectif premier. Donc la définition par la SFAP, ce sont des soins actifs. Donc ça, c'est pour répondre à la phrase qu'on entend souvent de la part des gens qui ne connaissent pas forcément l'approche, ou de la famille, ou des patients qui disent on ne peut plus rien pour moi, on va tout arrêter, de toute façon maintenant on ne fera plus rien. Donc c'est pour aller contre cette approche-là et dire non, en fait les soins PAL, ça reste des soins dans lesquels on s'investit, dans lesquels on va faire des choses, on va pouvoir mettre en place des thérapeutiques, des gestes, des approches, en tout cas, et soutenir le patient dans une démarche de volonté active, de le soulager et d'être là pour lui. Et donc, dans une approche globale, parce que l'idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a plein de professions dans cette discipline-là, c'est qu'on prend en charge l'intégrité de la personne, que ce soit d'un point de vue psychique, physique, vraiment, et dans toute son entièreté corporelle. Et la définition de la maladie qui est concernée par le soin PAL, c'est une maladie grave, évolutive ou terminale. Donc, il n'y a pas de notion de pronostic vraiment dans la définition des soins palliatifs, parce qu'en fait, le pronostic, il peut être à la fois très court, si on a un pronostic qui s'engage rapidement dans une maladie très grave et évolutive et terminale, ou des maladies type neurodégénérative, Parkinson, sclérose en plaques, où oui, on est dans une dimension des soins palliatifs, mais très précoce, parce qu'on a un pronostic beaucoup plus long, mais on parle quand même de soins palliatifs. Donc c'est pour ça que ça touche énormément le patient, et beaucoup plus que ce qu'on socialement on pense, parce que les gens pensent fin de vie, et nous notamment dans notre équipe à Compa, on fait évidemment de la fin de vie, mais on intervient aussi dans des situations très précoces, voire même des fois on se retire des prises en charge parce qu'ils sont stables en fait dans leurs soins PAL. Donc voilà, donc l'idée de s'inscrire dans la durée et l'approche globale individualisée. Il y a peu, et c'est frustrant pour les professionnels, moi quand j'ai commencé le soin PAL, j'ai trouvé ça frustrant en tant que médecin, mais il n'y a pas de protocole, donc ça n'existe pas. Un patient égale un soin PAL, donc vu qu'il y a plein de dimensions, on ne peut pas prendre en charge un patient selon un protocole établi. Ce sera toujours une approche individualisée qui vous demandera un investissement, une écoute et une attitude différente en fonction de chacun. Donc, dans les personnes qui peuvent être concernées, donc il y a état général précaire avec des comorbidités graves, parce que ce n'est pas forcément une maladie, ça peut être des polypathologies qui engagent le pronostic, la maladie grave évolutive potentiellement mortelle, le risque de mourir d'une complication aiguë au cours d'une maladie préexistante, donc ça on peut voir ça, oui. Et le pronostic vital menacé par des affections aiguës causées par des événements soudains et catastrophiques. Là, c'est plus peut-être des... nous on en voit, mais c'est déjà en soins PAL, mais des asphyxies aiguës ou des hémorragies cataclysmiques, des choses comme ça. Vous utilisez le chat s'il y a besoin de questions, de choses, on le voit. Donc, pour communiquer, vous transmettre des choses, partager. Vous dites, je ne suis pas d'accord, ce que vous dites, c'est pas ça. Vous dites. Donc, vous l'avez bien dit, l'objectif, en tout cas, c'est de soulager les douleurs physiques en premier lieu. On sait qu'elles sont extrêmement importantes, en particulier sur la fin de vie. Un patient qui reste alité 24 heures sur 24, on sait que toutes les mobilisations vont devenir complexes. Donc, c'est vraiment à prendre en charge. Et la maladie induit de fait des douleurs en fonction du stade et de l'évolution. On a aussi tous les autres symptômes. On ne peut pas tous les citer parce qu'il y en a tellement et on en cite un, on va oublier celui qui va arriver. Mais voilà, c'est aussi de les prendre en compte et c'est pour ça que tout à l'heure, Cécile disait, il n'y a pas de protocole. On ajuste au fur et à mesure. Et puis, une chose importante, c'est pour ça qu'on ne travaille pas tout seul et vous l'avez bien dit, c'est vraiment un travail d'équipe. Il faut prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. Nous, dans l'équipe, c'est vrai qu'on a un assistant social sur la partie domicile qui peut intervenir chez vos patients. Il n'y a pas une situation où il n'est pas sollicité parce qu'il y a toujours un petit quelque chose à faire. Voilà, ça va être l'aide pour le malade, l'aide pour le conjoint, il y a des enfants, il y a un mariage à organiser parce qu'ils ne sont pas mariés. On a fait ça il n'y a pas longtemps. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. Et puis des aides financières qui peuvent être débloquées, même si on se rend compte que, par exemple, là-bas, il y a eu un retour en arrière, il n'y en a plus en urgence, mais en tout cas, de pouvoir débloquer les aides financières. Et puis à savoir que nous, en tant qu'équipe mobile de soins palliatifs, on peut débloquer une enveloppe auprès de la Sécu de 3 000 € pour des temps de présence de garde malade, de jour, de nuit, et l'achat de matériel qui n'est pas pris en charge par la Sécu. Donc voilà.
Donc l'assistance sociale, ouais, hyper important. Psycho, bon, ça semble évident, mais n'empêche qu'il faut être à même de l'écouter. Et puis, ou en tout cas, si pour chacun c'est compliqué d'avoir d'autres personnes qui peuvent le faire. Et spirituel, ça paraît aussi évident parce que malgré tout, le soin PAL, bah, ça renvoie à sa finitude, au fait même d'être en vie. Et puis voilà, en tant que soignant, ça fait écho à notre propre façon de voir les choses. Donc il y a toute cette complexité-là des soins PAL qui vous prend beaucoup de temps, ça c'est sûr, mais qui fait aussi toute la richesse de prendre en charge globalement les patients en fin de leur vie, quoi. Donc ça reste interdisciplinaire, c'est ce qu'on a dit avant, et pas pluridisciplinaire. Ça, en formation, c'est pas Karine qui fait son DU, on l'apprend bien. Donc pareil, moi je suis arrivée un peu de la médecine libérale, hein, donc plutôt chacun de son côté, et puis on essaye tant bien que mal de composer ensemble. Mais en fait, les soins PAL, c'est compliqué de faire ça, parce que nous, en plus, on a plutôt des situations très complexes, où il y a des mineurs parfois, où il y a des maladies très très fortes au niveau symptomatique. Et donc du coup, l'idée, c'est vraiment plutôt de un peu comme là, on se réunit autour d'un webinaire, mais de se réunir autour d'une table plutôt, et puis de reparler de la situation et que chacun ramène la petite partie qu'il traite, en fait, que ce soit ou les médicaments, ou comment il est pendant la toilette, ou moi, le psychologue, il raconte pas tout, mais il m'a un peu évoqué ça. Le podologue qui a fait un soin, il va dire, moi, il a eu mal à tel endroit, ou alors il m'a parlé de ça, etc., etc. Donc, c'est comment on travaille tous ensemble et en interdisciplinarité, dans une position relativement horizontale, et il n'y a pas forcément ce côté descendant qu'on peut retrouver dans d'autres prises en charge très symptomatiques, parce que là, c'est vraiment très global. Et la particularité aussi, et moi, j'ai trouvé ça très riche dans PAL, c'est le fait d'encadrer énormément la famille, les proches, et que ce soit en institution ou à domicile, il y a quand même, on ne peut pas composer sans eux, en fait. On ne peut pas faire du soin PAL si la famille, elle n'est pas avec nous dans une démarche. Donc, c'est comment on prend aussi en soin la famille, comment on fait du lien avec eux, parce qu'ils font partie intégrante du patient, quoi. Et comme je dis souvent, c'est vrai qu'à l'hôpital, il y a un soignant 24/24, souvent à domicile, et vous le voyez bien, c'est les proches qui sont là. Et donc, voilà, moins il y a de proches et d'aidants à domicile, plus on sait que ça va se complexifier et qu'il va falloir avoir un apport extérieur pour pouvoir combler les manques. Donc, comment on fait humainement, matériellement, financièrement, ça va poser beaucoup de questions. Et que voilà, au vu du temps de chacun, on sait, ça peut se complexifier. Donc, n'hésitez pas. Et on est là pour ça aussi, c'est pour vous aider. Et c'est pour ça que parfois, on vous sollicite et vous n'hésitez pas à revenir vers nous pour même nous inviter à venir avec vous, peut-être avec un médecin pour une visite à domicile. Ça a vraiment énormément d'intérêt. Et donc, il y a la formation et le soutien des soignants. Donc, c'est ce que Compa fait ça aussi, parce que là, ça fait partie de la démarche palliative. En fait, l'idée, c'est surtout pas de faire à la place des gens, c'est que vous vous sentiez apte à gérer, vous le faites déjà en fait, mais avec un peu plus de bagage, prendre en charge des situations palliatives. Donc il y a la formation et le soutien des soignants, mais aussi des bénévoles avec qui on travaille beaucoup quand même. Les bénévoles en soins PAL, ce sont des bénévoles formés. Donc ce ne sont pas des bénévoles qui font ça parce qu'ils ont du temps. Ils ont vraiment une formation. Donc nous on travaille avec Jalmal et les petits frères des pauvres. Ouais, mais avec qui on travaille vraiment énormément. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des choses à rajouter sur le chat. Donc, bien sûr, les soins palliatifs et l'accompagnement considèrent le malade comme un être vivant et la mort comme un processus naturel. C'est vrai qu'on a certaines situations où on a une telle dégradation physique clinique que c'est ce qu'on entend actuellement dans le tout public, c'est pas digne, mais non. Et le soin palliatif, c'est quelle que soit la condition physique, psychologique, ça reste un être vivant jusqu'au bout, quel que soit l'état clinique. Ceux qui dispensent les soins palliatifs, donc nous, vous, cherchent à éviter les investigations et les traitements déraisonnables. Ça, c'est la grande question. Mais à partir du moment où on a discuté en équipe, et donc ou alors il y a quelqu'un qui a statué sur la dimension soins palliatifs, il va y avoir une vraie réflexion autour de est-ce que ce scanner-là, il est intéressant? Est-ce que la prise de sang qu'on fait tous les lundis matins depuis 6 ans est toujours pertinente alors alors que le patient se dégrade et que sa qualité de vie elle passe devant tout et que ça lui fait mal et à quoi ça sert? Enfin bref, on va pouvoir re-questionner un peu de manière globale ces traitements et ces investigations. Et en fait, si on ne fait pas la démarche de ce petit pas de côté en se disant « Ah ok, c'est du soin PAL, t'es d'accord? Ouais, allez, maintenant on va vers du soin de confort. » Évidemment, on intègre le patient à
décision. Mais du coup, si on ne fait pas ce petit pas de côté, on se prend vite dans la routine parce qu'on le sait, en libéral, vous êtes sous l'eau, vous avez du travail à plus pouvoir, des horaires, c'est compliqué. Et du coup, c'est beaucoup plus facile et c'est instinctif de se laisser happer par les habitudes, le quotidien. Et voilà, et c'est compliqué de faire ce pas de côté, qui est, à mon avis, quand même plus facile quand on est en groupe, donc en maison de santé, ou qu'on a des temps de réunion. Ou alors, faut faire appel à des équipes comme nous, qui sont, on est le petit regard extérieur, en fait, qui peut vous dire, là, nous, on pense que dans cette situation du patient que vous connaissez depuis 20 ans, nous, on estime que ce traitement-là, par exemple, pour nous, il ne semble pas OK, quoi, par rapport à la qualité de vie, au projet de soins du patient. Voilà. Et puis, donc, notamment, là, c'est très thématique en ce moment. Il se refuse à provoquer intentionnellement la mort. Parce que, comme disait Isabelle, dans l'idée des soins palliatifs aujourd'hui, c'est l'accompagnement de la dignité de l'être humain, y compris dans sa dégradation et dans la maladie, jusqu'au bout de la vie, mais qui reste quelque chose de naturel et que nous ne provoquons pas, sauf si nous voulons soulager une souffrance. On a le droit, pas de provoquer la mort, mais de soulager, au point que ça puisse engendrer le décès de la personne. Mais en tout cas, l'intention ne sera jamais de donner la mort, contrairement à des projets de loi qui sont actuellement en discussion. Mais en tout cas, nous, dans notre travail, on est vraiment là pour accompagner les gens, et vous l'avez très bien dit avant, dans le plus possible le confort vers ce processus de fin de vie, mais qui est naturel et qui nous touche tous, quoi, évidemment. Et même si changement de loi, en tout cas, cet item restera le même. On ne provoquera pas intentionnellement la mort, pas l'euthanasie, dans le cadre des soins palliatifs. Donc les soins palliatifs s'efforcent de préserver, vous l'avez bien dit, le confort, la meilleure qualité de vie possible jusqu'au décès, avec une proposition d'un soutien aux proches après le décès en deuil. Et puis, plus à terme pour les unités de soins palliatifs, par leurs pratiques et leurs cliniques et leurs enseignements, de pouvoir faire évoluer les thérapeutiques et en tout cas les études qui peuvent être en cours. Et le soutien en deuil, donc vous le faites forcément en libéral parce que vous restez un des professionnels qui va évoluer autour du patient et puis de sa famille souvent. Mais nous, on le fait aussi, donc on fait soit en continu soutien psycho, donc on peut faire un accompagnement psycho des proches. Il y a l'accompagnement social aussi, et on en reparlera après de la différence entre COMPA et l'HAD, mais l'HAD le fait aussi. Et on va revenir après sur la différence entre l'HAD et nous, parce que c'est une question du chat. Un petit déroulé de ce qu'est, en tout cas, à quel moment on parle de champ palliatif. On l'aime bien, celle-là. Ouais, franchement. En fait, on voit dès le départ, il y a une annonce, un début de maladie, et on voit déjà, il y a dès le début un champ du palliatif qui apparaît et qui est en lien avec ce qu'on a déjà évoqué. Ça peut être le soutien d'une psychologue, d'un assistant social, d'un kiné, d'une socio-esthéticienne, voilà, de tous ces acteurs avec qui vous travaillez. Et on se rend compte que plus le champ du curatif va diminuer, parce que la maladie évolue, parce qu'il y a des localisations hautes qui apparaissent, et plus le champ palliatif va prendre de l'espace et la place. Voilà. Donc l'objectif évolue. Au départ, on est dans de la guérison et de la rémission prolongée. Maintenant, il y a beaucoup ça avec les thérapeutiques type immuno ou des chimiopalliatives. Là. Et plus on avance en fait avec l'évolution du champ palliatif, et plus on voit naître ce que vous disiez dans le chat, là, c'est le confort et la qualité de vie qui est propre à chacun, parce qu'encore une fois, on n'a pas la même perception. Celle qui compte, c'est celle du patient. Et à la phase terminale, alors ça, c'est un truc que j'aime pas, ça ne sera pas même. C'est l'objectif confort plus. Donc c'est là qu'on doit se remettre en question suffisamment dans nos pratiques pour se dire qu'est-ce que c'est le confort pour lui, comment moi je l'accompagne dans ce confort pour lui, même si moi, ça me fait quelque chose. Et à la fin, donc sur la petite flèche en haut, on voit bien que les derniers jours, c'est ce qu'on appelle la phase agonique. Donc c'est vraiment les quelques derniers jours avant le décès. Donc quand on fait des formations aussi à Compa, où on verra d'autres webinaires, on peut aborder notamment les symptômes d'agonie. Qu'est-ce que c'est les symptômes d'agonie, comment on les prend en charge. Mais vous voyez, ça correspond à, et c'est étonnant parce qu'à chaque fois les gens, c'est ça que ça stresse, mais c'est 5 jours, 3 jours, 2 jours, 1 jour de tout le processus du soin palliatif. Et donc il y a énormément de choses à faire avant juste ces 2, 3, 4 jours, quoi. Et on se rend compte que, vous le voyez, dans le champ palliatif, il y a encore du curatif, parce qu'il y aura toujours des questionnements. Et c'est pour ça qu'on n'est jamais ni dans le blanc ni dans le noir, on est toujours dans l'entre-deux, on n'a pas de réponse toute faite en palliatif. Se dire, est-ce qu'un patient qui est hyper douloureux sur des méta-osseuses, on propose de la radiothérapie, 1 à 5 séances, est-ce qu'il faut est-ce qu'on traite les infections, voilà. Et c'est toujours en lien avec comment est le patient, quelle est sa qualité de vie, et quelle est la vie en fait de tout le monde. Lui, il veut quoi, toujours recentrer le malade au centre de toutes les décisions. Et après, que veulent les proches? Qu'est-ce que vous voulez en tant que professionnel? Voilà.
Donc, pourquoi une démarche palliative? Donc là, ce qu'on appelle la démarche palliative, vous avez compris, hein, cette espèce de pas de côté qui va faire que vous allez réussir à voir les choses autrement que d'un point de vue curatif absolu. Donc l'idée, c'est d'anticiper les situations de fin de vie, parce qu'encore une fois, si on ne fait pas ce pas de côté, on aura du mal à se projeter dans une réflexion autour de la fin de vie et surtout de l'anticipation des symptômes. Et je vois que c'est encore compliqué aujourd'hui, il y en a pas mal de médecins qui appellent pour des avis, et on sent bien que les prescriptions anticipées, c'est des choses qui sont très peu développé. Voilà, pas suffisamment en tout cas. Ça n'arrive pas assez vite à l'esprit, mais c'est normal parce qu'on est dans quelque chose de cette roue un peu de fer. Et donc là, l'idée de la démarche palliative, c'est de savoir, se dire, bah là, ok, on est dans une situation de fin de vie, quels symptômes peuvent arriver, et donc je peux faire intervenir tel professionnel, sur telle temporalité, je vais faire telle prescription. Et je vais réfléchir au projet de soin avec le patient, je vais pouvoir lui en parler ou pas. Mais l'anticipation, pour nous, c'est hyper important pour améliorer la qualité de vie, on l'a dit, donc c'est parce que ce temps-là, s'ils sont capables de se dire que c'est leur fin de vie, en tout cas, ils ont envie de le vivre de la meilleure manière possible, donc c'est sûr. Et puis développer une culture palliative et intégrer une compétence en soins palliatifs dans toute la pratique soignante, si seulement c'était possible. Mais l'idée, c'est en effet de toucher chaque personne et que vous ayez ce petit pas de côté de temps en temps. Cool. Et puis moi, je réinsiste sur le mot anticiper. Je le dis souvent aux professionnels, si on n'a pas fait ça, et qu'on n'a pas le tiroir qu'on ouvre comme voilà, dans tous les services hospitaliers, c'est souvent des patients qui vont finir en urgence. Donc d'anticiper les symptômes de base, douleur, encombrement et agitation sur la fin de vie, l'agonie. Si on n'a pas ça, on sait que ça peut finir en tout cas dans un box des urgences et ça c'est quand même dommage. Nous, là, je me rappelle tout à l'heure d'une médecin pour une personne qu'on va rentrer dans la filière mercredi. On va avoir en visite à domicile mercredi, 93 ans. Je crois que c'est une polypathologie du sujet âgé, il n'y a pas de choses particulières au niveau onco et tout, mais par contre, elle est très affaiblie, alitée. L'HAD s'est retirée cette semaine. La médecin ne comprend pas pourquoi et elle a peur d'un décès ce week-end. Et donc, elle me dit ça et elle me dit j'ai peu de ressources pour le week-end. Donc, mais il y a des infirmières qui passent tous les jours. Donc, je dis déjà, c'est énorme. Et du coup, par contre, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des prescriptions anticipées? Comme ça, si jamais il y a un décès un peu physiologique, même si j'aime pas trop employer ce mot-là, mais sans symptômes réfractaires et qu'on peut soulager avec des petites choses, si on a déjà anticipé le week-end, ça peut être bien. Comme ça, l'infirmière, elle a les presses, elle peut donner les traitements. Et comme ça, si la personne décède, au moins, il y aura quand même quelque chose et ça évitera d'appeler le 15 et de faire passer SOS ou en effet de l'envoyer aux urgences pour quelque chose qui peut être géré à la maison, en sachant que c'est le souhait de cette dame. Donc c'est ce genre de situation, en fait. Donc voilà pour la définition. On va aborder rapidement quand même le cadre législatif actuel. Donc on passe sur 99 qui a été le droit d'accès aux soins palliatifs, avec un point déjà en 99 qui avait mis l'accent sur le domicile. Et puis il y avait cette notion de congé d'accompagnement, mais qui n'était pas rémunéré à l'époque, alors que maintenant il est rémunéré. 2002, la loi Kouchner, droit à l'information, avec un consentement qui était libre et éclairé. La notion du secret médical, commence à apparaître la personne de confiance, et là, il y avait le congé d'accompagnement qui est rémunéré. Voilà. Et puis les deux lois qui font loi et sur lesquelles on s'appuie depuis déjà un petit moment en tout cas, la loi Leonetti et Claes-Leonetti 2005 et 2016, qui sont toujours d'actualité, donc voilà, et qui ne changeront pas malgré tout. Donc interdit d'obstination déraisonnable. On a le droit de limiter ou d'arrêter des traitements. Les directives anticipées ont été abordées à ce moment-là en 2005, donc on voit que c'est quand même pas quelque chose de nouveau, ça fait 20 ans. Et la notion de sédation qui a été mise déjà en avant, voilà, face à une souffrance qui peut être réfractaire. Qui n'est pas suffisamment connue, c'est clair. Voilà. Et donc la loi de Claes-Leonetti 2016 qui a appuyé ça au niveau de la personne de confiance et des directives anticipées et qui a mis la nutrition et l'hydratation comme étant des traitements. Donc dans la notion d'obstination déraisonnable, c'est intéressant parce qu'on se retrouvait avec des situations où les gens étaient perfusés ou avec des sondes sans pouvoir rien arrêter, donc ça les maintenait en vie. Donc du coup, là, ça a été statué. Alors après, ça demande des réunions collégiales, des discussions pour les arrêter, mais en tout cas, on peut le faire. Et là, donc maintenant, il y a la notion dans cette loi-là de sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, que nous, on connaît parce que ça fait partie de notre pratique. Alors nous, on ne les fait pas, mais on travaille avec la HAD et les USP, donc on fait très souvent, quoi. Ouais. Et je sais quand on est dans les professions libérales, c'est pas forcément quelque chose dont on connaît l'existence, et c'est notamment parce qu'on ne connaît pas son existence qu'il y a d'autres lois avec
voilà, l'euthanasie ou suicide assisté qui peuvent aussi arriver. Donc c'est intéressant de savoir qu'elle existe parce que, alors certes, le pronostic doit être engagé de manière courte quand même, donc il faut avoir une estimation de pronostic engagée dans les 7 à 10 jours à peu près. Mais par contre, c'est vraiment une manière en fait que le patient soit sédaté, donc soulagé de souffrance. Peu importe, ça peut être psychique, ça peut être physique, et du coup soit dans une phase de coma au moment de son décès qui reste naturelle. Donc l'intention des soignants n'est pas de provoquer son décès, mais de le soulager le temps que le processus se fasse au niveau de son décès. En tout cas, c'est la loi Claes-Leonetti qui a entériné ça. Si je reprends quand même les 2 premières choses, par ordre de force, je dirais, la parole du patient reste toujours la première, et un patient, même en fin de vie, qui est capable d'acquiescer, de cligner des yeux, de faire un oui, par n'importe quel moyen, on ira chercher ça. En deuxième, ce sont les directives anticipées. Je vous rappelle, depuis 2016, elles s'imposent aux médecins. Voilà. Donc, à partir du moment où elles sont écrites, sauf si elles sont complètement insensées, déraisonnables, on ne peut pas aller contre. Et après, il y aura la personne de confiance, qui ne donne pas son avis, mais qui va être porte-parole de l'avis du malade. Et c'est un document signé, la personne de confiance, normalement. Normalement, le patient signe et la personne de confiance signe. Comme ça, il n'y a pas de... S'il y a une autre personne extérieure qui vient de la famille ou quoi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de conflit de loyauté, il n'y a pas de choses comme ça. Et de toute façon, il faut bien réinsister, si vous faites signer ces papiers-là aux patients, que c'est vraiment, comme dit Isabelle, un porte-parole. C'est pas quelqu'un qui va donner son avis. Et par contre, c'est important de le placer parce qu'il y a des gens pour qui, on le sait, ils sont personnes de confiance, mais ça va être trop compliqué pour eux. On a eu des mamans avec des enfants, ok, elles sont personnes de confiance, mais quand leur enfant est sur le point de décéder, la personne de confiance, il y a d'autres choses qui arrivent, et finalement, dire la volonté de son enfant, alors que ça fait conflit avec ses émotions à soi, c'est trop compliqué. Donc, on peut aussi les aiguiller en disant, est-ce que vous êtes sûr? Alors, ça projette un peu, mais au moins, ça fait vraiment réfléchir à ce que c'est le rôle de la personne de confiance, en sachant que de toute façon, la décision des actes qui sera posée derrière, elle est médicale. Donc, la personne de confiance va être entendue par le médecin, mais ça reste le médecin qui prend la décision. Donc, s'il trouve que c'est pas adapté, que ça fait souffrance ou quoi, il peut quand même décider de faire autrement. Mais c'est un avis majeur, en tout cas. Donc, en récapitulatif, en tout cas, de cette loi, mourir sans acharnement thérapeutique, et ça a vraiment été mis en avant. Droit pour le patient de limiter, refuser, ne pas recevoir un traitement. Il peut choisir ça. L'obligation d'une procédure collégiale si le patient ne peut pas donner son consentement, et dans le cadre de la sédation profonde et continue, maintenue jusqu'en décès aussi. Droit à l'accès aux soins palliatifs pour tous les malades. Et on se rend compte que malgré un changement de loi qui arrive, il y a des départements et des secteurs où il n'y a toujours pas ni d'unité ni d'équipe mobile. Nutrition, hydratation, qui sont des traitements donc, qui peuvent être arrêtés. Directives anticipées qui deviennent contraignantes, et le rôle de la personne de confiance qui a été renforcé, mais qu'il faut décharger de cette responsabilité, en disant la décision, elle reste médicale. Et puis, droit de se voir proposer des traitements pour être soulagé, quelles que soient les circonstances. Voilà. Et la possibilité, depuis 2016, d'une sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès, sous certaines conditions. L'idée d'avoir aussi de vous permettre, dans les prises en charge, encore une fois, de vous dire, là, est-ce que je trouve que ce traitement-là, pourquoi ça me fait bizarre de lui donner? Alors, je me questionne, ah oui, il est en soins palliatifs, est-ce que je peux pas en parler en équipe, ou au prescripteur, ou à celui qui fait? Enfin, voilà, est-ce que moi, je peux me permettre de questionner ce médicament-là? Ou tiens, je vais demander au patient ce qu'il en pense. Est-ce qu'il est OK pour continuer sa chimio toutes les semaines, alors que l'oncologue lui prescrit? OK, je suis sur le terrain, je suis pas l'oncologue, mais moi, j'ai le droit de questionner ça avec le patient. Est-ce qu'il est OK avec ça? Et il y a des oncologues qui sont... Alors, je parle d'onco là, mais qui sont plutôt assez puissants d'un point de vue de leur positionnement. Et du coup, il y a des patients qui continuent leur chimio alors qu'ils veulent les arrêter. Et ils ont parfois juste besoin d'être entendus. Donc, autorisez-vous à questionner avec le patient s'il est OK avec la démarche qui se passe autour de lui, ou s'il n'est pas OK avec ça. Et puis, vous dire, est-ce que moi, mon soin, il est OK, ou est-ce qu'il n'est pas OK avec les objectifs de mon patient? Ça, c'est vraiment l'idée d'aujourd'hui, c'est que vous repartiez de là avec ça. Vous autorisez à ça, en tout cas. Okay. Un petit focus, au vu du changement de loi, quand même, de se dire qu'il y a quand même confusion pour des gens, de se dire la sédation profonde et continue n'est pas une euthanasie, on ne provoque pas la mort. La mère non plus. La mère non plus, voilà. Et qu'il y a vraiment dans l'intention, et c'est ça qui est à prendre en compte, l'intention sur une sédation, c'est de soulager le symptôme et la souffrance réfractaire. Alors que l'euthanasie, c'est clairement répondre à une demande de mort et donner la mort.
Donc là, c'est vraiment, le tableau, il est assez, c'est vrai qu'il y a l'intention, il y a le moyen, parce que dans la sédation profonde, on va altérer la conscience profondément, donc on a des échelles qui s'appellent le RAS pour savoir dans quelle profondeur de conscience ils sont, et on a l'obligation de maintenir dans un RAS précis au niveau de la sédation, alors que l'euthanasie, le moyen va permettre de provoquer le décès. La procédure, donc c'est un sédatif avec un médicament antalgique, toujours obligatoirement, alors que l'euthanasie, c'est un médicament à dose létale. Le résultat, il y en a dans un cas, c'est une sédation avec le décès, mais dans le processus naturel, dans l'euthanasie, c'est la mort immédiate. Et la temporalité, dans la sédation, c'est ce qui pose parfois, et à la fois question, mais à la fois qui peut faire travailler des choses aussi. C'est un délai qu'on peut pas contrôler parce qu'on ne sait pas comment l'euthanasie, où on produit directement, le produit provoque directement le décès. Dans la sédation, vu que c'est un processus qui se fait via la maladie, on ne peut pas savoir quand ça va durer. Donc on a en effet des sédations qui peuvent durer une semaine. Donc ça peut être très compliqué pour les familles, pour les soignants. Mais l'intention n'étant pas dans le fait de provoquer le décès, ça permet aussi des fois de travailler des choses avec la famille sur la perte, le deuil. Donc voilà. Et la législation qui fait pour l'instant, c'est qu'en discussion. Quoi. Et c'est vrai qu'en tant que soignant, parfois, il y a quand même la confusion qu'à chaque fois qu'on met une sédation, le patient il va décéder très vite. Et ça, c'est important de le garder en tête. Le patient est éligible à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès parce que son espérance de vie est sur du court terme, c'est-à-dire de quelques heures à quelques jours. S'il n'avait pas une espérance de vie si courte, il ne pourrait pas répondre aux critères et il ne bénéficierait pas de cette sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Et ça, c'est vrai que pour nous soignants, c'est important de garder ce critère-là en tête parce que parfois, il y a des raccourcis qui se font on observe que dès qu'on pose la sédation, le patient décède dans les quelques heures, voire 24 heures, voire 48 heures après. Mais que si on le propose, c'est souvent parce qu'on a des patients qui sont arrivés en bout de course et que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. On est face à une maladie qui est grave et voilà, un pronostic qui est engagé quand même sur du court terme d'emblée. Donc l'HAD encadre ce genre de procédure et puis sinon c'est à l'hôpital. Souvent dans les services du SP. Oui. Ok. Il n'y a pas d'autres questions. Merci pour le petit commentaire du SIAD d'Orvaux. Qui se sent soutenus lorsqu'ils viennent en formation, de pouvoir avoir un petit peu de billes pour pouvoir répondre et aux patients et aux proches et répondre en équipe. Voilà. Juste se dire, on a évoqué tout ça, mais le travail qu'on va tous faire ensemble, que vous pouvez faire au sein de vos structures, c'est peut-être de réfléchir. Et pour ça, il y a besoin de se questionner, donc 5 questions. Toujours en haut de la pyramide, c'est le malade. Sa volonté, c'est quoi? Lui, il veut quoi? Ça veut dire, voilà, qu'est-ce qu'il en a compris de sa maladie? Il en est où? Qu'est-ce qu'il veut? Quel est son projet? Et c'est peut-être toutes ces petites questions qu'il faut à un moment prendre le temps de revoir avec lui, de poser avec lui et ses proches. Voilà. Deuxième item, en tout cas, de ce questionnement éthique, c'est la famille et l'entourage. Ils en pensent quoi? C'est pas forcément ce qu'ils veulent, parce que oui, ils ont peut-être des souhaits, mais comme c'est la volonté du malade, peut-être que ça va aller aussi à l'encontre de celle du malade. La troisième, et vous êtes concerné, vous en pensez quoi en tant que professionnel? Voilà, votre regard, vous les suivez, vous les connaissez bien parfois. Je pense à vous, médecins, qui pouvez être généralistes depuis des années et des années. Vous connaissez tout le monde, donc oui, vous avez toute votre place pour essayer de réfléchir ensemble. On en est où dans le stade de la maladie? Voilà. Est-ce qu'il y a des événements qui se surajoutent, mais de plus en plus rapidement? Est-ce qu'il y a des antécédents ou des pathologies associées qui vont avoir une incidence? Voilà. Et puis toutes ces choses-là, la rapidité. Est-ce que c'est une maladie qui évolue plutôt rapidement, pas trop rapidement? Voilà. Et la qualité de vie, on parlait du confort tout à l'heure. Voilà. Quelle est aussi cette qualité de vie pour le malade à ce moment-là? Et puis de se dire, que peut nous proposer la loi actuellement pour pouvoir répondre quand il y a des questionnements qui arrivent au niveau éthique. Et toujours la vraie question, c'est toujours la balance bénéfice-risque. Vous nous voyez souvent faire ça, nous dans les formations, on est là. Quel est le bénéfice, quel est le risque? Voilà. Et c'est ça qui va faire pencher la décision à chaque fois.
Des fois, il n'y a pas une décision parfaite. Souvent, il n'y a pas une décision parfaite. C'est une décision qui va faire que la balance bénéfice-risque est en faveur de soit le choix du patient, soit sa famille et son entourage, parce que des fois, les besoins, enfin, la volonté du malade par rapport à ce que peut offrir la famille et l'entourage, c'est pas possible. Donc voilà, comment on arrive à faire des choix. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de protocole, parce que la balance bénéfice-risque, elle est différente pour chaque patient, et même au sein de son histoire, et même au sein de ses derniers jours de vie. Donc c'est toujours des choses qu'il faut réévaluer. Okay. Vous avez parlé de confort, un petit mot quand même sur le prendre soin, de se dire, bah ouais, on est face à un patient, mais on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que lui à côté, il y a la famille, il y a les proches, il y a l'entourage, et puis il y a nous aussi, hein, toute l'équipe qui va prendre en charge. Donc bien se dire, bah, ce projet, il est réfléchi. Il y a des choses qui vont être anticipées, et ça c'est important. C'est quelque chose qui est personnalisé, parce qu'on ne peut pas adapter à l'un et à l'autre, ce sera à chaque fois différent. Et que l'important, c'est d'être à plusieurs. On ne peut pas accompagner seul un patient, ça c'est pas possible. Voilà. Les objectifs, c'est que le patient et les proches puissent être entendus, être écoutés, être déculpabilisés. C'est un mot qu'on entend souvent. On a entendu encore hier, en visite. Ce sentiment de culpabilité, bah, je suis malade, je fais porter à l'autre le poids de cette maladie. Oui, mais c'est pas vous qui êtes responsable, c'est la maladie. Donc pouvoir les accompagner dans ça. Ou les proches qui tiennent plus. Les proches qui tiennent plus, qui disent mais moi je peux plus prendre soin de lui, alors qu'ils s'en veulent énormément, mais en même temps on a chacun des limites dans ce qu'on peut offrir. Donc c'est comment on peut avoir des ressources différentes ailleurs pour trouver de l'aide. Le soulagement. Le soulagement, être sécurisé, parce que parfois on se questionne, hein, quand on est au domicile, on se questionne sur la sécurité du malade. Jusqu'où on va en fait à accepter qu'un patient reste à domicile. Et là, effectivement, peut-être que médicalement, à un moment, il y a un stop. Parce qu'on n'est plus dans le raisonnable, ni pour le patient, ni pour les proches, ni pour nous, professionnels. Et puis le respect de l'autonomie, c'est de respecter l'autonomie physique et psychique. Donc tant qu'il peut faire des petites choses, bah, on essaye, même si on sait que pour nous, en tout cas, ça nous demande beaucoup de temps, parfois plus de temps. Donc, comment on va pouvoir se donner ce plus de temps? Et en haut à droite, il y a le prendre soin de soi, du binôme et de l'équipe. Et dans nos formations de J6 d'établissement, il y a même un truc sur la prévention du burn-out professionnel. Voilà, parce qu'accessoirement, ce sont des prises en charge complexes qui prennent beaucoup de temps, qui ramènent à des choses qui ne sont pas évidentes. Si on en a, je pense que dans vos pratiques de ville, moi, je me rappelle quand j'étais médecin en libéral, c'était pas non plus une pratique quotidienne. Hein. Nous, on fait que ça, donc c'est encore un peu plus, c'est un peu différent. Mais quand même, il y a des décès qui peuvent être hyper impressionnants avec des symptômes. On a eu des trucs massifs et pour le coup, voilà, hein, c'est des médecins, infirmières, soignants de terrain qui vivent ça. Donc ça peut laisser des traces. Et donc c'est comment on se fait aussi, on se préserve de ça, on se fait accompagner, on débriefe avec compas ou avec ses proches après. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ces situations-là? Puis face à des situations que peut-être vous n'avez jamais connues, des pathologies que vous ne connaissez pas. Bah oui. Moi, j'ai un généraliste qui vient de partir à la retraite qui n'a jamais eu de patient SLA. Voilà. Donc c'est aussi de se dire, peut-être vous serez confronté à un patient avec une pathologie que vous ne connaissez pas. Alors SLA, vous ne restez pas tout seul. Voilà, ça c'est le truc. Voilà, sur ce prendre soin, vous l'avez très clairement dit dans vos premiers items, le confort, le bien-être, et puis de pouvoir respecter les choix en fonction du temps qui reste. Voilà. Elle est vraiment subjective, hein, cette notion de confort, elle est propre à chacun. Toujours prévenir les douleurs qui vont être induites par les soins, on n'y pense pas assez, hein, parce qu'on est tous pressés par nos actes, par nos soins, le timing, d'enchaîner, et parfois on oublie ça, et pourtant. Voilà, pouvoir soulager tous les autres symptômes, se dire que le temps le plus important de la journée pour le malade, c'est la toilette. Donc ça veut dire que comment on l'organise, qui va la faire. En pénurie, on a entendu les SIAD tout à l'heure, il n'y a pas forcément d'aide-soignante. Donc est-ce qu'on met un binôme d'auxiliaire de vie, mais ça veut dire pas de prise en charge financière, donc il faut qu'on débloque rapidement et qu'on anticipe ça aussi, la prise en charge financière. Au-delà des soins d'hygiène, les soins de bouche, très clairement, pensez à faire ouvrir la bouche. On a des très mauvaises surprises pour certains patients. Et de se dire, quand il y a beaucoup de questions là, qui arrivent pour tous les professionnels et pour les familles, autour de l'alimentation qui doit vraiment rester sur le plaisir, c'est pas la quantité, c'est vraiment comment c'est ressenti dans le bonheur et dans le bien-être. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Voilà. Mais il y a des petites fiches sur le site de Compas, je ne sais pas qu'on en parle. Sur le site de Compas, il y a des fiches pratiques, n'est-ce pas, Karine, qui est une grande responsable des fiches pratiques. Des professionnels que vous êtes. Il y a tous les bains de bouche en fonction des bouches cliniques que vous avez. Il y a toute une fiche sur l'alimentation, l'hydratation, comment en parler, comment déjà réfléchir soi-même à ça, mais aussi comment en parler avec les proches, parce que l'alimentation, c'est l'amour, donc c'est compliqué d'arrêter. Donc voilà, comment on arrive à parler avec des mots de ça.
Enfin, il y a sur les douleurs, il y en a plein, sur les échelles d'évaluation. Il y a vraiment plein de choses sur ces fiches. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Elles sont en accès libre. Vous voyez une petite, la dernière, c'est la position 3/4. Pour ceux qui ne connaissent pas, la vidéo est sur notre site. C'est une des positions qui a un intérêt sur en phase terminale agonique, sur le râle agonique et l'encombrement, qui peut permettre en tout cas de faire passer, atténuer ce râle agonique qui est parfois insupportable. Ah, oui, pardon? Ah, c'était pas forcément dans l'objectif d'échanger. Juste un petit outil qu'on vous montre, ça s'appelle Palliadis. C'est juste un petit questionnaire là qui est juste après, et c'est quand faire appel à une équipe de soins palliatifs. Je veux dire, toutes les situations ne relèvent pas effectivement d'un appui avec une équipe, mais peut-être qu'à un moment vous vous questionnez, vous pouvez utiliser ce petit outil pour pouvoir faire appel à notre équipe ou à une autre équipe. Ouais. Ça, c'est intéressant parce qu'en effet, si à chaque fois qu'il y a une situation de soins pâles, heureusement qu'elles ne sont pas complexes, mais sinon ça serait compliqué pour nous. Mais si vous pouvez utiliser ça, ou après il n'y a pas de souci pour appeler, puis poser des questions, savoir si ça relève de nous ou pas, et puis nous on vous dit de toute façon si c'est pour nous ou pas. Ok. Juste avant, voilà, peut-être qu'on peut répondre. Bonjour, on a un nouveau participant. Ah, mais c'est tard là. Peut-être qu'on peut répondre à la question. Il y avait une question. Oui, la question de certains entre la différence entre l'HAD et compas. Mission, champ d'action. Ouais, c'est juste que j'aurais bien aimé montrer les trucs. À la fin? Non, sur compas et HAD. Ah ouais, on va. Ouais. La plaquette Ouais. Ouais, sinon on va dire. Mais oui, en gros, Compas, nous, pour retracer ce qu'on fait, nous, Compas, c'est une association loi 1901. On n'est pas rémunéré par la sécurité sociale, donc on ne fonctionne pas à l'acte. On n'a pas besoin de la carte vitale du patient. On a des financements ARS, donc des fonds publics. Donc, soutien gratuit. Voilà, nous avons un soutien gratuit. Les gens, à chaque fois, sont très étonnés. Mais voilà. Et donc, on a une équipe pluriprofessionnelle avec médecins, infirmières, psychologues, assistants sociaux, documentaliste, assistance administrative et notre directeur. Et on a 2 équipes au sein de Compas. Donc, une équipe, peut-être que vous avez déjà eu affaire à elle, parce qu'il n'y a que des filles. L'équipe établissement qui fait dont je fais partie. Donc, nous, dans nos missions, on est ce qu'on appelle l'équipe de 2e ligne, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre en soin ni rencontrer les patients, mais plutôt être là pour du soutien des équipes, donc sous forme d'analyse de la pratique, où pendant 1 heure, on se déplace en binôme professionnel et on échange avec l'équipe sur la prise en soin, sur les questions qu'ils ont sur la qualité de leurs soins, sur l'orientation des fois du projet de soins. Nos psychologues proposent des groupes de parole aussi en soutien des professionnels et du soutien éventuellement ponctuel sur du soutien individuel pour les professionnels. Et on est aussi centre de formation à destination des professionnels, donc ce dont vous faisiez référence là, sur les formations pour les équipes du SIAD, là, par exemple. Parce que vous, c'est plus les formations établissements. Sur les établissements, ouais. Voilà. Et du coup, nous, la partie domicile, on est sollicité par n'importe qui. Donc, ça peut être le patient, sa famille, des professionnels comme vous. Ça peut être les professionnels des cliniques et des hôpitaux aussi. On nous appelle pour nous soumettre une situation. On discute déjà, on voit si c'est pour nous, quoi, à peu près. Après, on récupère tous les comptes rendus. On appelle le médecin traitant, évidemment, qui reste le médecin de première ligne du patient. Et si tous les critères sont OK, on prend le patient en charge dans la filière domicile, en fait. Et donc concrètement, ça veut dire qu'on va organiser une visite au domicile du patient, toujours en binôme. On va refaire le point de toute l'organisation du domicile aujourd'hui, les besoins, les souffrances, les proches, vraiment tout comment ça s'organise et qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour améliorer les choses. On vous envoie aux professionnels, on envoie un compte-rendu des visites avec quelques pistes de réflexion. Alors parfois il arrive, c'est ça qui évolue un peu, parce que quand il n'y a plus de médecins ou que bref, ils ne sont pas là, il n'y a pas de remplaçant et tout, on peut être amené à prescrire ponctuellement. Ça peut arriver. Et puis, et surtout, on fait du lien avec vous, donc on appelle souvent les infirmières plus infirmiers, parce que moins les autres professionnels, sinon on passerait trop de temps au téléphone. Mais pour échanger sur la situation et surtout, on rappelle, on refait des visites, on suit le patient dans l'évolution de sa maladie. Nous, les infirmières, on les appelle toutes les semaines ou tous les 15 jours en fonction de la situation, si c'est calme ou pas trop calme.
Voilà. Et il y a des patients chez qui on se retire parce que ça se stabilise et qu'ils n'ont plus besoin de nous pour l'instant, notamment avec de nouvelles thérapeutiques ou voilà, des choses comme ça. Et puis il y a des patients qu'on accompagne jusqu'à la fin de vie. Et en fait, quand la situation se médicalise trop, donc c'est-à-dire il y a vraiment besoin de pompes ou de changements thérapeutiques, ça devient trop compliqué de changer les thérapeutiques par des libéraux ou par nous parce que ça demande une surveillance quasi journalière. Donc ça demande trop de temps en fait à une équipe de coordination. Du coup, on fait appel à l'HAD. Donc c'est là où l'HAD intervient. Nous, on les appelle quand on sent que ça demande trop d'énergie, trop de références médicales ou à l'inverse, trop de soins du corps aussi et on n'a pas les ressources sur le terrain. Alors, l'HAD n'aime pas prendre que pour les soins de nursing et de toilettes, etc. Mais souvent, c'est intriqué, nous, dans nos situations avec du symptôme. Donc, ça, en fait, la différence, c'est le moment où on les prend en charge. Nous, on les prend en charge, si possible, assez tôt, quand même, quand il n'y a pas encore la notion de fin de vie bientôt, quoi. Et l'HAD arrive quand il y a une médicalisation, si besoin. Ou une complexité. Ouais, voilà. Après, on travaille énormément avec eux. C'est vrai qu'on les appelle quotidiennement. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de relais de notre part pour l'HAD et vice-versa. Quand un patient devient stable à l'HAD, il nous le retransfère derrière. Donc, ça va dans les deux sens. Voilà. Donc ça, c'était la question de différence HAD qu'on parle. J'espère que c'est à peu près... Le champ d'action, c'est à peu près... l'HAD ne fait pas que du palliatif. Nous, on fait que du palliatif, par contre. Mais voilà, nous, on travaille énormément avec eux, comme Isabelle. Et les délais de prise en charge pour nous, ça dépend de chaque situation. En fait, on va adapter en fonction de la situation. Si c'est une fin de vie... là, la médecin qui m'a appelée, comme je vous le disais tout à l'heure, pour la situation, on va y avoir mercredi. Après, elle me dirait que la patiente, elle a vraiment, cette médecin a vraiment besoin d'aide, qu'elle se sent vraiment pas bien et qu'elle veut qu'on y aille, on essaiera d'y aller demain, quelle journée ? Oui, demain ou lundi c'est férié, donc voilà. Mais en tout cas d'aller plus vite. Après, on a quand même beaucoup d'anticipation, moi je trouve, sur nos situations. Donc ça nous permet quand même de poser des visites globalement à 10 jours de semaine, je pense. À 10 jours. Ouais. Et après, notre filière, elle augmente. Donc, on a une centaine de patients à peu près dans la filière. Donc, ça commence à faire pas mal. Donc, pour l'instant, on arrive à faire comme ça. Mais de toute façon, l'idée, c'est que nous, on cherche plutôt à se faire connaître et à être de l'appui le plus possible pour bien diffuser les soins palliatifs. Et si un jour, on sent qu'on est un peu dans une augmentation des délais pour la prise en charge, ce serait plutôt un recrutement qui nous permettrait d'avoir plus de possibilités. Dans notre idée, c'est ça. C'est pour ça qu'on est plutôt... à vous demander de nous appeler. Et après, pour l'établissement, c'est pareil. Ça dépend, les analyses de pratique, ça dépend de l'urgence. Souvent, les établissements sont disponibles en début d'après-midi. C'est toujours le même créneau qui est demandé. Donc là, vu qu'on est quand même assez sollicité, on en arrive à poser des créneaux aussi en fin de matinée parfois. On était ce matin dans un EHPAD en fin de matinée. Donc, en fonction du possible de l'établissement, nous, on est en capacité de s'adapter aussi du degré d'urgence, comme dit Cécile, de décaler une intervention pour aller plutôt là où c'est plus urgent. Enfin voilà, on cherche toujours à être au plus près du besoin et de la demande. Par contre, sur les conseils thérapeutiques, vous pouvez appeler à n'importe quel moment. On est ouvert du lundi au vendredi, 9h-17h30. Après, il y a un répondeur, donc voilà, c'est vraiment libre à vous de nous solliciter. Et on a dû mettre après, je crois qu'on a mis après ce qu'on fait au domicile, dans l'équipe domicile, on fait des formations. Alors, c'est le premier webinaire qu'on fait, donc c'est pour ça que l'informatique, voilà. Mais on va développer l'offre des webinaires, mais nous, on est plus habitués à faire des formations en vrai. Donc, du coup, on fait des formations en présentiel. On va vous mettre le on va voilà. Et c'est dans paramètres. Voilà. Et donc, on fait des ateliers en présentiel. On a mis là, je vous ai mis un peu ce qu'on faisait. Et ça, c'est à Compa, donc à Saint-Herblain. Mais on peut aussi, sur demande, si vous êtes assez nombreux, faire des formations, des sensibilisations dans vos locaux. Donc, ça peut être dans les locaux d'une CPTS ou dans les locaux, nous, on a quand même fait souvent des maisons de santé pour les professionnels. À l'époque, on faisait des formations pour les médecins qui faisaient encore des réunions médicales le soir, là, mais ça se fait de moins en moins. Donc, et d'un côté, c'est très bien parce que autant être pluridisciplinaire. Donc voilà. Le temps de votre repas, ça peut aussi s'organiser à ce moment-là. Et quand on vient dans vos locaux, on s'adapte à votre demande. Donc, on fait sur ce que vous voulez. Voilà. Donc, ça multitâche. Donc, voilà. Petit quiz, je ne sais pas si... Alors, on avait dit, en préparant cette réunion, on s'était dit que c'était une sensibilisation, que ça serait intéressant potentiellement d'aller plus loin. Et nous, notre idée, c'était de vous proposer un petit quiz pour voir ensuite ce sur quoi vous voudriez aller. Donc, c'est aussi une première en visio, en plusieurs CPTS, donc soyez indulgents si ça ne fonctionne pas bien. Je vous envoie un lien dans le chat
pour vous connecter à un questionnaire, à un quiz, et j'y ajoute le code de connexion aussi. Voilà, vous avez les deux. Oula, attendez, je reprends. Le premier, c'est le code, et le premier, c'est le lien, et le deuxième, c'est le code. Je vous invite à vous connecter. Vous avez des petites questions. Et mesdames du Compass, je pense que je vais reprendre la main sur le partage d'écran, si vous voulez, pour les réponses. Normalement, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse tous vous connecter. Là, c'est pas le bon truc. Et du coup, répondre aux questions. Et on fera un retour ensemble et ensuite on vous... Est-ce que c'est bon pour tout le monde déjà pour vous connecter? Ouais, bah, nous, ça marche. Nous, on est bon. Fonctionne. Et vous avez pu répondre aux questions du coup? La première. La première, on a que la première. Pour nous, oui. Il y a qu'à des Ok, réponses, ah oui, d'accord, on y est. Je dois passer à la deuxième. Donc, sur la première, je fais le partage d'écran. Excusez-moi. On peut répondre plusieurs fois. Ah oui, Et d'accord. C'est bon. Voilà. Alors, la première question, c'était quels sont les 3 grands types de douleurs? Est-ce que vous souhaitez Bah oui. commenter? Intéressant. Voilà, je vous laisse. Et on passera à la deuxième question. L'idée, c'est que vous ne sachiez pas, donc c'est bien, parce que comme ça, si vous ne savez pas trop, bah, nous, ça nous permet de refaire un topo. Donc, le neuropathique en grand, super. Mais ce n'est pas la première. Non. C'est nociceptive, excès d'ocyception. C'est la première cause de douleur. Voilà. Mais la neuropathique, effectivement, elle est là. Souvent, quand on demande ça, voilà. C'est souvent celle qu'on a le plus de mal à traiter. C'est peut-être pour ça qu'elle apparaît en plus gros. C'est comme les champignons. Si on ne va pas la chercher, on ne la trouve pas. Donc, nociceptive, neuropathique. Ah oui, les champignons dans la Ouais, forêt. Ah oui, c'est ça. d'accord. Parce que moi, je dirais les champignons. Ouais. Nociceptive, neuropathique et nociplastique, la troisième. Et vous avez parlé de psychologique. Ouais, ça correspond à tout ce qui va être en lien. Ouais. Mais 3 grandes, voilà. C'est Okay. Neuropathique, nociceptive et nociplastique. Très bien. On reprendra les réponses et on vous les enverra. Je passe à la deuxième question du coup. Est-ce que vous pouvez y aller? Ça marche, hein? Ça a l'air unanime. Ouais, nous, on n'arrive pas à écrire dedans. Ah, connaissez-vous? Oui, non, alors. Ah, C'est Ah bon. oui. Ah oui, on a changé le... Oui, c'est qu'on avait dit oui, non. Dire que le premier c'est oui, on avait dit Oui. C'est oui ou non. Ça, c'est juste pour voir un peu, quand on vous pose la question, si ça fait tilt et que vous l'utilisez, ou si vous vous dites, plus ou moins, c'est pas clair pour moi. C'est plus pour vous faire réfléchir que pour... Ok. C'est bon, tout le monde a pu participer, ça augmente encore. Entre le oui et non, là, ça évolue. Ça s'équilibre. Ouais, c'est équilibre. Ok. Évidemment, il n'y en a pas qu'une, hein, mais l'idée, c'est au moins déjà d'en connaître une. Ok. peut-être la citer. Est-ce qu'on en cite quelques-unes ou est-ce que... Ouais. On peut spoiler un petit peu, je pense, pour donner envie de revenir. Alors,
celle voilà, qu'on utilise nous le plus, elle s'appelle Algo Plus. Et on vous invite vraiment à l'utiliser et à venir peut-être à la prochaine formation sensibilisation en web pour la connaître avec nous. De le plus, qui est plus complexe, mais qui peut se travailler en équipe avec vous. Sur les patients non communicants. Voilà. Et pour ceux qui veulent aller chercher les petits champignons des douleurs neuropathiques, elle s'appelle DN4. Et après, il y a les échelles, par contre, de la douleur un peu classique qu'on utilise, échelles numériques, VA, communicant. Des choses chez les patients communicants. Après, il existe aussi des échelles spécialisées, mais vous êtes peut-être moins concernés par les personnes atteintes de polyhandicap et les personnes souffrant de déficience intellectuelle. Il y en a aussi pour les enfants, adaptés à l'âge. Donc, OK pour cette question. Next one. Je passe à la suivante. Voilà, les réponses pour le moment. Vous avez tous pu répondre. On passe pas à la prochaine, on n'arrive pas. Ah. En attente du premier. Ça vote là, pourtant. Ah. Isabelle, elle a spoilé. Ah, j'ai spoilé, j'ai spoilé. Ceux qui ne répondent pas, ils n'ont pas écouté. Parce que. Il y a 9% qui n'ont pas entendu. Tous les mauvais élèves, on les voit. Je rigole. Moi aussi, je rêve de mon café. Tout est pardonnable, c'est pardonnable. Bien sûr. Bon, ça a été spoilé à la réponse d'avant. Ça veut dire qu'ils ont bien écouté, c'est super. Ouais, c'est bien. Félicitations. DN4. DN4. Douleur neuropathique 4. C'est quand même vachement bien parce que si on met de la morphine sur une douleur neuropathique, autant dire qu'à part les faire somnoler, on ne fait pas grand-chose. Par les effets indésirables, on n'a pas le bénéfice. Alors, si vous remettez à jour vos comment t'as fait? T'as remis à jour là-haut? J'ai mis à jour le questionnaire pour pouvoir avoir la question suivante. Ouais. Parce que nous aussi, on était bloqués sur les questions et en fait, on a réactualisé le lien et ça marche. Ouais. Je suis désolée, je pense qu'on n'est pas sur une utilisation optimale. On sera mieux la prochaine fois aussi de notre côté. Moi, j'attendais à toi, donc ça va. Ouais, c'est bien, on est content. Très bien. Question, je crois qu'il en reste une. Et il reste une dernière question, je la passe. Et donc, du coup, actualiser. Elle est un peu vache, c'est moi ça. Non. Si, c'est ça. Alors, c'est quoi? Non, on est encore sur la même. Elle est là. Ok. Non. Ça marche pas. Ah oui, par contre, mais non, on peut pas. Parce que c'est pas oui, non, là, il fallait une réponse. Je voulais dire, c'était Skénan LP10 égale Oxycontin LP10. Pas X. 10. Pas interrogation. Oui ou non? Donc Skénan LP10 égale Oxycontin LP10. Ouais, non, mais après, je m'en suis voulu après. Je me suis dit, Cécile, mais bon, bref. Est-ce que pour vous, Skénan LP 10 mg est égal à Oxycontin LP 10 mg? Oui, premier ou non? Voilà, ça répond maintenant avec une reformulation que les gens ont compris. C'est l'approche médicamenteuse, mais moi, je pense quand même qu'il y a beaucoup de professions où c'est intéressant de connaître certaines notions. Alors là, c'est peut-être un petit peu spécifique, mais parce que tout le monde peut s'interpeller sur une ordonnance. Il y a des ordonnances aberrantes des fois, et on a le droit de se questionner sur certaines choses. Et il y a plein de médecins prescripteurs qui sont pas à l'aise avec les morphiniques ou les traitements de fin de vie. Et donc plutôt que de commencer à quelque chose qui paraît inadapté, c'est bien de savoir réinterpeller le prescripteur et lui dire est-ce que tu es sûr, est-ce que voilà, la question, elle sous-entend que non, en fait. Mais bon. Donc, non, en fait, l'idée, c'est de te dire qu'il y a différentes classes. Dans les morphiniques, dans les opiacés, il y a différentes classes et elles ne sont absolument pas équivalentes. Donc, en fait, voilà. En fonction de chaque médicament qu'on va mettre, ça ne vaut pas pareil. Et donc, le Skénan et l'Oxycontin, c'est de moitié. Donc, le Fanta, le Durogic, c'est encore autre chose. Donc, et que la proposition, c'est peut-être de voir avec vous sur un prochain webinaire, d'aborder cette question de la douleur avec c'est quoi la douleur, quels sont les traitements actuels, sachant qu'on va vous mettre l'eau à la bouche, mais qu'il n'y a plus que 3, on va au-delà des 3 paliers, mais qu'il y a une autre forme de classification qu'on vous montrera. Voilà. Et puis effectivement, toutes ces équivalences dentalgiques, qu'est-ce qu'on peut proposer en fonction du type de douleur.
Est-ce Voilà. que vous, avant qu'on clôture, il y aurait des envies et des besoins en termes d'intervention, de formation de ce type-là, en 1 heure? N'hésitez pas à nous noter, en tout cas sur le chat, Sur si vous le avez chat, des dans le besoins chat. particuliers. Et puis, on reprendrait peut-être ça avec chaque CPTS Ouais. aussi. Hein, c'est ça. Et de faire remonter, en tout cas, vos référentes, vos besoins. Et puis aussi, ce qui peut être peut-être intéressant sur le chat, c'est que vous nous notiez votre profession. Pour qu'on sache un petit peu, voilà, si vous êtes plutôt infirmier, médecin, peut-être, voilà, pour aussi adapter la communication en fonction du métier. Orthophoniste, super. J'en avais une il n'y a pas longtemps là, sur orthophonistes. un atelier sur l'alimentation de fin de vie. Du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on a parlé de positionnement avec elle. C'est hyper bien. Pharmacien, vous allez être au cœur des prochaines. Infirmier azalé, super. Kiné, ça nous intéresse. Kiné, 3 kinés, 3 orthos, très bien. Ok. J'ai vu autre chose avant, c'était quoi Pharmacien super. Ouais. Ah oui, sur les symptômes de l'angoisse, sur les prises en charge de l'angoisse. Mais ça, après, on peut avoir des supports sur les prises en charge des symptômes. Donc, on reprend chaque symptôme de fin de vie et on voit avec vous les thérapeutiques, les posos si ça vous intéresse, ou au moins que vous ayez une idée des thérapeutiques, ça c'est faisable aussi. Donc, les prescriptions anticipées aussi. Ouais, la prescription anticipée, nous c'est pareil, ça c'est avec le topo. C'est pour les symptômes. Pour les symptômes. En tout cas, voilà, on en a fini pour nous, en tout cas, notre partie. Est-ce que vous, il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Bon. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez pouvoir renouveler? N'hésitez pas à nous le dire, en tout cas, et à refaire remonter aux référents. Ouais. Et côté STVTS, on vous met dans le chat un petit questionnaire de satisfaction. Et puis, je pense, en tout cas côté AirDressence, mais je pense que les autres CVTS vont le faire aussi. On vous enverra un questionnaire plutôt pour faire remonter vos besoins. Et puis, on l'enverra à l'ensemble des professionnels qui ne pouvaient pas être là, pour qu'on puisse s'organiser, nous, avec Compass et en interne aussi pour vous proposer des formations ou des actions, notamment dans le cadre du parcours peut-être, qui correspondent à vos besoins. Voilà, est-ce que mes collègues ont des choses à ajouter? Tu as tout dit, on passera ça du coup à tous les adhérents en même temps, voilà, ceux qui n'ont pas pu venir là aussi. Ok. En tout cas, merci. Merci à tous. Merci à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée. C'est bon les filles? On l'a fait? Je pense que les professionnels de santé qui sont encore connectés, si vous voulez vous déconnecter Enfin, la visio étant terminée, on va juste débriefer avec Charlotte et Amandine pour reproduire, enfin, pour